Clément, c'est le genre de créateur qui te fait rêver dans son feed Instagram et qui te fait sentir que ta vie est plate. C'est le genre de gars qui prend sa moto, sa caméra et qui part explorer le monde avec une liberté totale. Sauf que tout ça, ça a un prix. Il a fait le tour de nombreux pays jusqu'à parfois se mettre réellement en danger, comme la fois où il a été bloqué en Iran sans argent et sans visa. Dans cet épisode de Solo Créa, il me raconte les histoires les plus folles qu'il a vécues à travers le monde. On est arrivé là-bas sans argent, on pouvait pas payer le visa, on était bloqué littéralement, tu vois, à la sortie de l'avion. Hyper compliqué de sortir de là. Et me montre aussi jusqu'où peut t'emmener une passion quand tu n'as, comme lui, zéro limite. Je sais même pas si t'as déjà vécu un an au même endroit sur ces 5 dernières années. Un an physiquement au même endroit, c'est-à-dire 12 mois dans la même ville, j'ai pas fait depuis 10 ans. Clément Lallemand sur Solo Créa, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur Solo Créa, le podcast dans lequel on explore les métiers de la création de contenu et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je reçois Clément. Bonjour Clément, bienvenue. Salut. Très content de te recevoir. Tu es Clément, créateur de contenu dans une niche bien particulière, en tout cas jamais vue ici et voilà, que j'ai très hâte d'explorer avec toi. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu fais sur les réseaux aujourd'hui ? Ouais, du coup moi je fais du contenu aventure, moto plus précisément. Donc généralement des gros projets d'aventure, soit transpays et j'espère transcontinent très bientôt, ouais. Transpays, tu as fait des dizaines et des dizaines de pays, donc voilà, comme tu l'as dit, tu crées du contenu dans la niche de la moto, donc c'est très spécifique. T'as combien d'abonnés Enfin, c'est quoi un peu tes... Bah écoute, moi je poste majoritairement sur Instagram, je suis plus ou moins à 25 000. J'ai tenté pendant un moment de poster sur TikTok, mais l'algo considérait que je faisais des contenus dangereux, donc si tu veux, tout était bloqué, donc j'ai un peu arrêté. Et après, je postais beaucoup aussi sur des forums et des groupes Facebook, parce que la vérité, c'est que la communauté moto parle beaucoup sur ces groupes-là. Parfois des groupes très locaux, tu vois, des groupes australiens, etc. Donc, Voilà, le cadre est posé. Se faire bloquer par TikTok pour contenu dangereux, ça vient illustrer, on va dire, le mot aventure que t'as utilisé. Concrètement, du coup, tu filmes tes aventures en moto dans tous les pays du monde et tu partages ça sur Instagram pour les passionnés de moto, du coup, principalement. C'est ça, ouais. Et c'est des aventures, donc en fait, c'est de la moto tout-terrain. Plus les années passent, plus ce que je fais devient complexe et sportif. Et donc l'idée, tu vois, pour vraiment expliquer aux gens qui écoutent, l'idée c'est de passer un minimum de temps sur la route, un maximum de temps, tu vois, dans la forêt, dans les chemins, etc. Donc c'est ce genre d'aventure. Moi j'ai vraiment une vision de la moto comme une aventure sportive. C'est un défi sportif. C'est quoi le post j'allais dire dont t'es le plus fier, mais on va dire le post qui illustrerait le mieux le type de contenu que tu fais et qu'on pourra afficher à l'écran du coup pour ceux qui nous regardent? Bah, je pense que c'est toute la série Australie qui était vraiment pour le coup légendaire, avec des traversées de désert, parfois tu vois des portions de 450 km de sable en autonomie, où là tu vois t'es vraiment dans une situation de vie ou de mort, hein, parce que tu tombes, tu te casses le bras ou le poignet, ce qui m'est en l'occurrence arrivé, mais pas à ce moment-là, heureusement. On va y arriver. T'es dans des situations où c'est chaud. Mais je pense que la série Australie, il faut remonter un peu, mais c'était vraiment... c'est là où tout a commencé et c'est là où j'ai vraiment pris mon pied, quoi. Trop bien. On affichera à l'écran, voilà, pour ceux qui nous écoutent sur Spotify ou Apple Podcast. Venez sur YouTube, c'est mieux, mais on vous aime quand même. Du coup, c'était en quelle année que tu as fait cette série et est-ce que tu vis aujourd'hui des réseaux sociaux? Est-ce que c'est ton métier ou est-ce que c'est une activité que tu fais à côté d'un autre métier ou autre? Alors j'ai fait ça, donc j'étais en Australie, donc aujourd'hui c'était en 2022, je pense. Après il faut aussi comprendre un peu le contexte dans lequel j'ai fait ce projet-là, qui était en fait un peu juste un case study de mon métier, parce que initialement moi je suis consultant en stratégie digitale, et en fait à ce moment-là je vivais en Australie déjà, et je bossais dans une boîte de conseil digital en Australie où je faisais du conseil sur les réseaux sociaux, alors que avant ça j'avais jamais fait, je faisais plutôt du conseil en stratégie digitale normale, et plus global. Et donc ce projet-là, c'était pour mettre en place ce que j'avais appris dans la structure et en l'occurrence se mettre en place sur les sujets que j'aime. La moto. La moto, ouais, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, du coup, je vis un peu des deux, c'est-à-dire que je travaille en freelance pour faire du consulting en stratégie digitale. Et depuis peu, je commence finalement à me rémunérer avec mes projets d'aventure. Et c'est le début. J'espère que assez vite, je vais pouvoir réduire le temps en conseil pur et augmenter du coup le temps lié au projet, etc. Je pensais pas que tu travaillais encore en tant que consultant et en freelance à côté, parce que du coup, il faut se rendre compte, on affichera des images à l'écran, etc. Mais tu as fait vraiment beaucoup de pays.
je sais même pas si t'as déjà vécu un an au même endroit sur ces 5 dernières années. Non, j'ai pas vécu un an au même endroit sur les... un an physiquement au même endroit, c'est-à-dire 12 mois dans la même ville, j'ai pas fait depuis 10 ans. De manière très simple, le moment où j'ai vécu le plus de temps au même endroit, c'était au Luxembourg, en sortant, donc c'était plein Covid, où je faisais du conseil, tu vois, chez Deloitte. Et là, bah forcément, je suis resté là pendant presque un an. J'ai fait 9 mois. Et après, j'ai pris des vacances et après, je suis jamais revenu. Et bon, j'ai démissionné hein, dans les règles de l'art, hein, mais et à partir de là, j'ai fait que bouger et ouais, avec des déplacements tous les 4 mois dans ces eaux-là, ouais. Donc même pas pour le boulot, mais pour du coup servir ton objectif de création de contenu. C'est les deux. En fait, parfois le boulot, je suis pas parti du conseil pour devenir créateur de contenu. Je suis d'abord parti du conseil pour devenir, pour customiser des motos. Donc ça n'avait rien à voir. Donc là, tu vois, j'ai passé un peu de temps à Bruxelles. Après, j'ai voulu monter ma boîte. Je suis allé dans le sud de la France. On m'a appelé pour un boulot en Australie. Là, je suis parti. Donc grosso modo, un peu juste la vie. Et le fait que je voulais toujours avancer et mon but ultime à ce moment-là était de retourner en Australie. Donc tu vois, je sautais un peu de droite à gauche pour retourner en Australie au bout d'un moment. Petite pause, extrêmement rapide, juste pour te parler de notre plateforme Web Talent qui permet aux freelances des réseaux de mettre leur profil et leur portfolio en avant auprès des créateurs de contenu. Donc si tu es monteur vidéo, graphiste, auteur ou n'importe quel autre métier qui a les créateurs comme clients finalement, tu peux voir les offres de recrutement qui sont live actuellement sur la plateforme et t'inscrire en 2 clics si tu le souhaites via le lien en description. C'est complètement gratuit, j'espère que ça t'aidera à trouver de nouveaux clients et si tu es créateur ou créatrice, j'espère que ça te permettra de recruter la future pépite de ton équipe. Merci beaucoup et retour tout de suite à la vidéo. Ok, très clair. On va revenir du coup sur quand et comment exactement tu t'es lancé sur les réseaux et quelle était ta stratégie au début, qu'est-ce que tu as testé, etc. Mais avant ça, comment est-ce que tu t'es pris de passion pour la moto? Comment est-ce que tu as découvert ça? Écoute, je pense que dans ma famille, mon père fait de la moto. Donc j'ai grandi, tu vois, avec l'idée que la moto c'était vraiment, que c'était cool. C'était la vie. Savoir que ma mère m'a absolument pas laissé faire de la moto. Donc j'ai pas du tout grandi dans le monde de la moto. Et moi, je viens de banlieue parisienne, donc t'as pas de grands espaces, tu vois. Par contre, j'ai fait du vélo. Pas dangereux, du coup, effectivement. Ouais, mais c'est ouais, c'est ça. Tu comprends. Mais du coup, on faisait du vélo, et j'ai fait du vélo, tu vois, du dirt et un peu du vélo de descente, un peu toute ma vie. Et en fait, j'ai passé mon permis à 19 ans, tu vois. Permis moto à 19 ans. En gros, grosso modo, dès que j'ai reçu un peu mon premier salaire, j'ai dit à ma mère, écoute, maintenant t'as plus le choix, c'est mon argent, je passe mon permis. C'est un fait. Majeur. Ouais, c'est un fait. Et t'as réussi du premier coup? Absolument pas. C'est vraiment genre absolument pas. En fait, je bossais en parallèle. Je faisais le 4L Trophy. Donc tu vois, j'étais occupé sur plein de sujets. J'étais donc en école de commerce à ce moment-là, dans le BDE, les trucs. Tu vois, il y avait des activités dans tous les sens. Et j'ai loupé 2 fois le permis. J'ai abandonné. Je disais que en gros c'était fini le permis moto. Et en fait à l'époque, donc j'avais avec mon ex-copine, on est parti au Cambodge. Et de manière complètement spontanée, je suis passé devant un loueur de moto à Phnom Penh. On est rentré dedans et le gars en fait était français. Et donc on a parlé, il m'a dit mec, tu sais que au Cambodge t'as pas besoin de permis. Et donc si tu veux rouler, roule, tu vois. Et donc je suis sorti du magasin, je lui ai demandé, je lui ai dit est-ce que t'es partante pour qu'on prenne une moto? Et en fait on a fait quasi 2-3 semaines de moto à travers le Cambodge. Et donc la première fois que j'ai conduit une moto à proprement parler sur la route, parce que tu vois quand tu passes ton permis c'est sur un plateau quoi, une sorte de parking, c'était en plein Phnom Penh avec une meuf derrière moi et tu vois pas de rétro, c'était apocalyptique. En tong, un peu en mode Thaïlande, j'imagine. Je suis jamais allé au Cambodge, mais c'est un peu la même. C'est la guerre. On était, c'était complètement inconscient, tu vois. Mais du coup, ma première expérience de moto, ça a été de traverser le Cambodge en moto, tu vois. Sans permis. Sans permis. Et voilà comment on devient créateur moto. Ok, incroyable. Je savais pas ça, tu vois. Et du coup, le fait de rater. En fait, qu'est-ce qui t'attirait dans la moto? C'est l'aspect mécanique, du coup? C'est la conduite? Enfin, c'est quoi un peu le... Je pense que c'est vraiment l'aventure, tu vois. Enfin, en fait, moi, à la base, j'étais pas un passionné de moto. Tout ce que je voulais, c'était explorer. C'était vraiment explorer le monde. C'est le meilleur moyen d'exploration, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je voulais explorer, je voulais aller partout, vite. Et du coup, ouais. Enfin, la moto, après, c'est clairement imposé comme l'évolution naturelle du vélo, beaucoup plus marrant.
un vrai. Plus de bruit et tout aussi. Ouais, bof. Je suis assez discret fondamentalement. J'aime pas trop justement me faire me remarquer. Plus je suis dans une optique de, tu vois, de voyage où tu rencontres les cultures un peu. Mais ouais. Ok. Et du coup, bon, là, tu m'as parlé du Cambodge, mais tu as énormément voyagé, comme je l'ai dit au tout début. Est-ce que tu saurais me citer une dizaine de pays que tu as fait, peut-être dans tes préférés d'affilée, là? Ouais, bah, moi, je suis un gros passionné d'Indonésie. Vraiment, j'y suis allé, genre 6 fois, tu vois. Parfois, par période de 1 mois et demi, 2 mois. C'est vraiment un endroit magnifique avec des gens magnifiques. J'ai beaucoup voyagé aussi. Bon, toute l'Asie du Sud-Est, en vrai, j'ai vagabondé à droite à gauche. J'ai été guide moto au Vietnam. Ça, c'était vraiment, tu vois, j'ai passé du coup 2 mois là-bas. C'était vraiment des expériences. Enfin, tu vois, t'es guide moto au Vietnam, t'as une approche très différente du pays. T'es pas là pour le tourisme. Enfin, t'es en train de bosser. Bon, l'Australie, toujours. Là, bah, j'ai fait tout le tour du coup, mais l'Australie, c'est pays de cœur. Et après, j'ai pas mal vagabondé au Moyen-Orient. Et tu vois, si je peux en dire un que j'ai vraiment aimé, c'est t'as l'Iran. Tu vois, où j'ai backpacké, pas en moto, hein. 3 semaines en Iran, du nord au sud, avec une histoire complètement folle. À pied, du coup? Ouais, à pied, okay. Mais en gros, en une phrase, on reviendra peut-être dessus, mais arriver à la frontière iranienne sans argent. Et tu peux pas tirer pour les petites histoires. Tu vois, l'Iran est totalement coupé du système bancaire mondial. Donc, on est arrivé donc à 2 avec mon ex-copine. Et on est arrivé sans argent en Iran, quasi de nuit, avec pas assez d'argent pour payer les visas. Parfait, c'est la configuration. C'est un bon date là en perspective. Ouais. Ok, bah vas-y, tu vas me raconter. Bah vas-y, raconte-moi en fait. Ça, c'est en quelle année du coup l'Iran? C'est juste pour resituer. Ça, l'Iran en fait, c'était, tu vois, ça doit être 2019. En fait, je revenais d'un échange, mon premier échange en Australie, où j'étais à l'université, là c'est vraiment le moment où j'ai commencé à m'exprimer sur cette idée de voyager. Et après, donc j'ai passé 2 mois et demi en Inde. Ça fait partie des pays très importants où j'ai traversé. C'était mon 2e gros voyage en moto, où là j'ai fait la traversée de l'Himalaya seul, où il m'est arrivé plein de choses. Et pour retomber sur l'Iran, on s'est rejoint là-bas, donc 2019. Et donc ça faisait déjà quasi une année un peu moins, 8 mois que j'avais quitté la France, j'avais quitté mon appartement, j'étais backpacker pur et dur, alors que j'avais un boulot en conseil à Sydney et que, tu vois, j'étais à l'université en distanciel, tu vois, donc ça n'avait pas de sens. Et du coup, l'Iran, pour la faire courte, on avait un petit arrêt à Oman de 24 heures, tu vois. Et à Oman, le mec de l'aéroport nous dit « Non, mais vous inquiétez pas, maintenant, il y a un seul ATM, il est à l'aéroport de Téhéran, et pas de souci, vous pourrez tirer votre argent là. » Et nous, tu vois, on se dit « Ok, bah go, tu vois, deal. » Et pas du tout. Et en fait, on est arrivé donc là-bas. On est arrivé là-bas sans argent. On pouvait pas payer le visa. On était bloqué littéralement, tu vois, à la sortie de l'avion. Tu vois, les gens parlent pas forcément hyper anglais. Hyper compliqué de sortir de là. Je savais qu'on avait $50 dans une valise qu'on voyait de l'autre côté, tu vois, de la sécurité. Et donc, pour la faire courte, quelqu'un nous a aidés. Une touriste française nous a donné 100 € quand même, tu vois. Avec ça, on a pu... Je me rends pas compte c'est quoi la devise là-bas où le taux de change, c'est beaucoup, quoi, en gros, 100 €. Ouais, non, mais même dans tous les cas, moi, je trouve que c'est énorme qu'un inconnu te donne 100 €, tu vois, parce que t'es bloqué, tu vois, genre... Ah oui, ça, elle vous a donné 100 €. Elle nous a donné 100 €. Non, c'est pas du liquide contre un virement ou un truc comme ça. Non, elle a donné, vous dire, vous nous le rendrez après, tu vois. On a dit ok, donc on a récupéré ça, j'ai négocié avec la sécurité, on a récupéré l'argent dans la valise, on a payé nos visas. Mais là, avec les visas, on a 0 argent. On s'est retrouvé dans la rue, à Téhéran, sans téléphone, parce que t'as pas Facebook, t'as rien. Et en gros, je suis sorti dans la rue et j'ai commencé à parler avec des gens en demandant s'ils allaient à Téhéran. Et tu vois, la première action de la première dame à qui j'ai parlé, la première personne, m'a dit « Ah, vous êtes dans mon pays, mais quel est le problème ?» Elle parlait anglais. Elle dit « Ah, vous êtes chez moi ? Bah attendez, mais tiens, prends cet argent, t'es chez moi, t'es le bienvenu. » Et là, je fais genre « Wow, what the fuck ?» Genre, pourquoi les gens me donnent de l'argent dans la rue, tu vois. Je cours voir mon ex et je lui dis « Oh, on a de l'argent, on est sauvés et tout. » Et en fait, je ressors et pour la faire courte, en fait, tout le monde nous a donné de l'argent et on a rencontré un gars qui était iranien et américain
Lui nous a avancé 500 €. What? Genre littéralement. Que tu viens de rencontrer dans la rue, le mec? J'ai rencontré dans la rue, on a parlé, le gars il faisait du snowboard, on s'est bien entendu. Il m'a amené avec mon ex, on a pris la voiture avec lui, il nous a ramené à Téhéran, il nous a amené à un hôtel, il nous a donné 500 €. Et après il a dit non mais vous inquiétez pas les gars, là maintenant vous êtes ici, vous êtes les bienvenus. Et en fait, petite histoire, on est resté 8 jours avec lui à visiter tout Téhéran, des endroits tu vois où les touristes ne vont pas. Tu vois, il nous a montré vraiment sa vision de Téhéran. En fait, grosso modo, après je l'ai remboursé hein, évidemment. On a fait un deal avec l'ambassade de France pour débloquer des fonds, mais en fait c'était trop long, donc c'est la personne de l'ambassade elle-même qui m'a fait un virement en France et qui m'a donné une grosse enveloppe de cash. Non mais c'est tellement bourbier quoi. Comme ça, je veux dire, tout est compliqué. C'était un peu compliqué, mais en fait, tu le vois, voyage le moins touristique. C'est ça. Mais après, franchement, en fait, on n'a jamais été seul, on a fait que rencontrer des gens extraordinaires. Et donc voilà l'expérience en Iran qui s'est hyper bien terminée. J'ai pas dû échanger de la crypto parce que c'était mon plan B, c'était acheter de la crypto et l'échanger au marché noir de Téhéran. Donc c'était un peu je sais pas si ça allait passer. Trop bien. Ok, et ça du coup, tu dirais que c'est ta meilleure expérience de voyage parmi tous les pays que t'as fait? En termes d'expérience humaine, c'était une expérience de fou, tu vois, vraiment. Après, dans l'expérience qui m'a vraiment créé le déclic initial, ça a été le voyage en Inde, où, tu vois, absolument pas prévu, je sortais de l'Australie, je suis juste arrivé à New Delhi, et dans l'avion, en fait, j'ai vu un papier sur le nord de l'Inde, la frontière, en fait, avec la Chine et le Pakistan, le Ladakh, et tu vois, ça avait l'air trop stylé. Et en fait, je suis arrivé, j'ai pris une moto, et pour te dire le niveau T'avais le permis là, j'avais le permis là pour le coup, et je prends la moto, tu vois, je roule donc de New Delhi, je monte donc dans l'Himalaya, hein, c'est la chaîne de montagnes de l'Himalaya. J'arrive à Leh, donc tu vois, c'est des villages de hippies dans les montagnes indiennes, et tu vois, sur la route là, il y avait de la neige, on était en juillet. Pour te dire à quel point je savais pas dans quoi je m'embarquais, c'est que j'étais en mode jean, veste Uniqlo, chaussures bateau, aucun matériel, et je commence à voir de la neige, je me dis mais mec, il y a de la neige en Inde. C'est genre, j'avais même pas tilté que genre, évidemment, à New Delhi, il fait 45 degrés, mais en fait, quand t'es à 3000 mètres d'altitude et que ça fait que monter et que t'es dans l'Himalaya, il y a de la neige même l'été, tu vois. Et donc, à partir de là, en fait, là, j'ai fait 2 mois et demi, tu vois, de moto à travers donc toutes les montagnes. Je suis à la frontière de la Chine, du Pakistan. Je suis rentré dans le Cachemire alors qu'on était en zone de guerre, si tu veux. Il y avait des mecs littéralement assis sur des mitraillettes, comment ça s'appelle genre les mitrailleuses. Des mitrailleuses, genre. Il faut être deux là avec. Ouais, okay. Genre littéralement assis à chaque angle de rue. Moi, je savais pas, mec, j'étais vraiment un vagabond. J'ai rencontré des Indiens, j'ai roulé avec 2 semaines, on a partagé nos chambres, le lit et tout, tu vois. Genre, première expérience de fou. Ça, c'était juste avant l'Iran, où humainement, genre, tu vois, j'étais vraiment Enfin, genre, je sais pas, mec, le monde me baladait de gauche à droite et j'étais ok, c'est cool, tu vois. C'est incroyable, ça fait rêver vu comme ça, parce que du coup ça se finit bien. Alors après, t'as eu des mauvaises expériences aussi, tu vas me raconter. Mais ça, typiquement, ce voyage-là en Inde avant l'Iran, tu l'as documenté sur ton Insta ou? Non, en fait, j'ai pris des photos à l'époque. J'aimais bien faire des photos, mais j'étais absolument pas dans une démarche de création de contenu. Donc en fait, j'avais des photos, j'avais un appareil photo Sony où l'écran ne marchait pas. Donc en fait, je pouvais pas changer de mode. Donc toutes les photos étaient en mode auto, si tu veux, accrochées à ma ceinture. Et donc j'ai écrit un article en fait sur ce voyage. Donc non, pas documenté malheureusement. J'avais une GoPro, tu vois, j'ai dû faire des vidéos de la GoPro. Je les ai faites chez Deloitte 2 ans et demi après, tu vois. Quand tu dis tu les as faites, ah oui, c'est tu les as quand montées, etc. Ouais. Quand je vivais au Luxembourg, tu vois, ça m'a pris 2 ans pour les sortir et les regarder. Et c'était archi nul en plus, donc j'en ai rien fait. Ok, donc ça, c'est ta première expérience en moto qui t'a ensuite motivé du coup à te lancer sur les réseaux, etc. Et à le partager. À quel moment tu te dis, en gros, il y a un moment où tu t'es dit, j'imagine, il faut que je partage ça parce que c'est trop incroyable, comme tu nous le racontes là. C'est quoi le déclic et comment est-ce que tu décides officiellement de te lancer? Est-ce que c'est du jour au lendemain ou est-ce que ça se fait progressivement? Comment t'as fait? En fait, le déclic s'est fait en Australie. Mais ça faisait, tu vois, la 2e fois que je suis retourné en Australie. Mais en fait, pendant des années, j'ai eu une vie, tu vois, où j'étais... En fait, moi, je suis pas un passionné de réseau. À la base, j'avais quasi pas Instagram, tu vois. Je regarde pas YouTube. Je suis pas un consommateur des réseaux sociaux. Je suis plutôt... Si je devais choisir un camp, je serais plutôt sur le camp de gardons nos vies privées, etc. Et donc, pour moi, l'aspect réseaux sociaux, c'était absolument pas envisagé. Et c'est juste, par contre,
je vivais des trucs, et tu vois, toute l'expérience, genre en Inde ou en Iran, des rencontres avec des gens, je me disais, mais mec, la vie est extraordinaire. Et j'ai envie, genre, j'ai pas envie de me montrer moi en scène, absolument pas. Par contre, si je pouvais mettre une caméra dans mes yeux et que les gens voient ce que je vois, là, pour le coup, c'est un truc légendaire. Parce que, tu vois, je faisais des trails en Nouvelle-Zélande, du parachute en Australie. Enfin, tu vois, je vivais à 2000%, tu vois. Et c'était vraiment ça, ma vocation. Et donc, l'idée de me lancer sur les réseaux sociaux, elle est plus venue d'un constat professionnel que donc, quand j'ai quitté mon boulot de conseiller en Australie, la seconde fois, j'ai dit, OK, je vais utiliser cette expertise professionnelle pour essayer de communiquer sur les réseaux sociaux et essayer de montrer ce que je vais vivre, puisque je m'apprêtais à faire le tour de l'Australie en moto tout-terrain, qui représente, enfin, dans le monde de la moto, c'est quand même un challenge, genre, c'est quasi un des plus gros challenges que tu puisses faire, parce qu'on parle quand même de 25 000 km. C'est énorme. Pour donner d'ouest en est, l'Australie, c'est comme Londres-Bagdad, je crois. Tu vois. Et donc, si tu fais le tour de ça, bah, c'est quand même beaucoup plus gros. Une petite trotte, quoi. C'est ça, ouais. Et du coup, c'est quoi? C'est en autonomie, tu le fais, ou c'est... Enfin, comment ça marche? Vraiment, j'y connais rien du tout. C'est ouais, en autonomie mécanique, en autonomie, tu vois, de nourriture. En plus, c'est un problème au milieu, c'est ton dos, quoi. C'est ça, ouais. Bah, t'as une balise GPS, tu vois, qui peut appeler des secours, mais tu vois, même quand t'es au fin fond de l'Australie, les trucs, ils peuvent quand même mettre genre 3 jours. Donc il faut... Non, c'est vraiment une autonomie. C'est pour ça que ça fait partie des challenges les plus dangereux. C'est parce que t'es isolé, en fait. T'es très, très isolé. Ouais. C'est quoi le moment le plus dangereux ou la plus grande claque que t'as pris, on va dire, tout voyage confondu? C'était en Australie ou pas, du coup? Raconte-moi tes mésaventures, un peu, que ce soit en Australie ou ailleurs. Ouais. C'est quoi tes pires moments, j'entends? Bah, je pense que le premier... je me suis quand même cassé le poignet de manière archi sauvage au bout d'un mois de voyage en Australie, tu vois, dans une sorte de désert. Enfin, non, pas de désert, parce que j'étais en Australie, mais où j'ai quand même dû marcher, genre 15 km, tu vois, dans le sable, retrouver des gens, faire du stop. Je me suis fait opérer en urgence, j'ai eu quand même 3 opérations. Donc ça, c'était une grosse galère, mais j'étais quand même dans un état d'esprit de toute façon, je suis inarrêtable, ce voyage, je vais le faire. Donc voilà. Je pense que le truc le plus dangereux que j'ai fait, et stupide, c'était le voyage en Inde, parce que je n'étais pas équipé, et que j'étais vraiment, tu vois, à l'arrache, quoi. Moi, juste, j'avançais, et j'étais hyper en forme physiquement, mentalement, j'étais inarrêtable, mais il y a un moment, la nature t'arrête. Et j'étais pris dans une tempête de neige à quasi 4000 mètres d'altitude, sur des plateaux. Et c'était le voyage où t'étais en t-shirt Uniqlo ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Bah, j'ai littéralement des photos que je pourrais t'envoyer où je suis à 4700 mètres, tu vois, 500 mètres, je sais plus, et je suis en basket, si tu veux, avec j'ai mis mes pieds dans des sacs poubelles. Et je suis en sous-doudoune et doudoune Uniqlo, tu vois, à 4500 mètres. Genre, ça n'a aucun sens. Bah, tu m'enverras les photos, on mettra à l'écran. Mais pour réaliser 4800 mètres, c'est la hauteur du Mont Blanc, quand même. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment ça. Et pour le coup, je traversais des rivières, grosso modo. Et parce que tu vois, avec le soleil, la neige fond un peu. Donc, t'as des rivières qui se font. Et tu traverses les rivières, sauf que quand tu les traverses avec des bottes de moto, tes pieds restent secs. Quand tu traverses des rivières avec des baskets, tu finis trempé. Et quand le soleil tombe, et en fait, il a commencé à neiger. Et j'ai eu en fait un début de, je sais plus comment on dit, quand t'as frostbite, tu vois, en anglais, d'engelure. Ouais. Et du coup, ouais, ça a été un carnage. Et en fait, j'ai failli rester coincé dans cette tempête-là. Et j'ai dormi en fait dans un magasin qui vendait des gâteaux au milieu de nulle part. Et genre, j'ai dormi avec un père et son fils, si tu veux, genre sous des couettes de manière complètement imprévue. Et le mec, en fait, la petite histoire, c'est que le gars, je suis arrivé au milieu de cette tempête, j'ai cru que c'était un rêve, tu vois, une illusion, le magasin. Et je lui ai montré mes pieds et le mec, il s'est décomposé, genre. Ah oui, parce que t'allais perdre tes doigts de pied, genre? Ouais. En fait, ouais, le mec, il s'est décomposé. J'avais les pieds explosés parce que quelques semaines avant, j'avais fait un Ironman en Australie, donc j'avais des ampoules de fou furieux. Tu sais, genre, rien n'allait. C'est catastrophique. Et le mec a regardé ça, il a dit, mec, genre, bon, pas en anglais, hein, mais genre, il m'a dit, mec, c'est fini. Et genre, tu restes là. Et gros, on est allé derrière le magasin où il y avait son stock de plastique de bouteilles vendues. Bon, c'est pas terrible, mais on a brûlé littéralement, genre, 2 mètres cubes de plastique pour réchauffer mes pieds. Mais des plastiques vides, hein, genre des poubelles. Ce qu'ils font. Ils font dans tous les cas là-bas. Dans tous les cas, voilà, c'est pas à cause de moi. Et genre, on a réchauffé mes pieds et j'ai dormi avec son fils, mec, sur genre la table de la cuisine. Le lendemain, il m'a donné des mitaines qu'il avait genre tricotées, je crois.
Et bon, du coup, j'ai absolument voulu payer, mais il voulait pas accepter. J'ai juste payé mon repas au final, tu vois, du soir. Et that's it. Et ça, c'était vraiment le truc le plus dangereux. Et je me souviens être arrivé après une ville à Lé, ça s'appelle, et avoir envoyé un message du coup, à mon ex de l'époque, et elle leur dit je sais pas dans quoi je m'embarque, et genre, j'ai peur là. Elle était pas avec toi, elle était pas là, elle voyageait ailleurs. Et là où je me suis dit, ouais, j'ai peur. Et il m'arrivait d'autres trucs, tu vois, mais là, c'était vraiment la fois où personnellement, je me suis dit, genre, je sais pas si t'as pas fait une bêtise là. Au final, ça s'est bien passé après. Bah, au final, tu vois, il s'est passé plein d'autres trucs, mais globalement, j'ai rien eu de grave. Toujours eu beaucoup de chance sur les gens que j'ai rencontrés. Non, rien de. Ouais, j'ai l'impression que tu as une bonne étoile sur les personnes que tu rencontres parce que là, ce magasin de gâteaux, potentiellement, tu remplaces les 2 personnes par des personnes malveillantes, t'es finito. T'es mort dans le film, quoi. C'est ça. Non, mais c'est sûr. Franchement, c'est incroyable. Ouais. Non, mais c'est sûr. J'ai eu beaucoup de chance. Mais je pense qu'aussi, t'as pas tant de mauvaises personnes. Enfin, moi, ça a été vraiment, tu vois, c'est mes gros learnings de tout ça. C'est qu'en fait. Les gens sont bons. Les gens sont bons. Non, les gens sont bons en vrai. Si t'as la bonne attitude et que, genre, tu vois, Enfin, tu vois, t'es positif, les gens t'aident en fait, en règle générale. Faut pas du tout exploiter ça. Bien sûr. Tu vois, mais de tous mes voyages, franchement, j'ai que rencontré des gens qui étaient extraordinaires. Enfin, c'est. Ah ouais, mais même tes errants, je suis choqué. Tous les gens qui te donnent de l'argent, c'est fou, ok. Non, bah, incroyable. Et la plus grande claque, on va dire, positive que tu t'es pris, le plus beau paysage, enfin, t'as dû voir des trucs de fou. Et encore une fois, voilà, allez voir vraiment le Instagram de Clément. Tout sera en description de toute façon, évidemment, mais je veux dire, tu vois des trucs de fou tout le temps. Et c'est ce que tu partages aussi, c'est le plus Instagrammable, entre guillemets. Ouais. Mais c'est quoi, toi, personnellement, qui t'a mis la plus grande claque? Ben, en termes de paysage, l'Inde, c'était quand même un niveau, tu vois, c'est les montagnes de l'Himalaya, tu vois, c'est difficile de faire plus grandiose. Mais ce qui m'a mis la plus grosse claque, finalement, c'est pas les paysages. Et tu vois, c'est vraiment mon gros learning de, en fait, pourquoi, au final, j'ai créé du contenu, pourquoi je fais toutes ces aventures-là. C'est, un moment, tu vois, j'avais vu tellement de choses, j'avais tellement voyagé en peu de temps. Déjà, j'assimilais pas trop les voyages. Et puis, t'avais aussi, tu vois, un peu c'est horrible ce que je veux dire, mais t'étais un peu blasé de voir des trucs extraordinaires tout le temps, tu vois. Par contre, les gens, la gentillesse des gens, et moi, c'est ça qui m'a le plus retourné, c'est ça. C'est l'Australie, la bienveillance des gens que j'ai rencontrés pendant mon voyage en Australie, avec des gars qui faisaient des efforts, mais genre surhumains, tu vois. Enfin, pas surhumains, mais des efforts tellement énormes pour t'aider. Et c'est vraiment, moi, c'est ces moments-là, surtout que je retiens, c'est pas tant les paysages de fou, les moments les plus dangereux, c'est vraiment genre la bonté profonde des gens et la connexion que j'ai pu avoir avec des gens que j'ai croisés et que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, pour le coup, et qui sont, tu vois, pour certains encore des bons amis que j'appelle genre tous les 2 mois, alors qu'ils sont encore en Australie, tu vois. Incroyable, ok. Donc, tu m'étonnes, ouais. Et du coup, tu dois être déprimé de fou quand tu reviens à Paris, que ce soit sur la connexion avec les gens ou les paysages de fou. Bah ouais. Ouais, le retour a été dur, mais c'est aussi un peu un retour de... C'est un sujet qui est intéressant quand tu parles avec des gens qui ont fait beaucoup de grandes expéditions, entre guillemets, comme ça. C'est sûr qu'il faut le prévoir, en vrai. Moi, je pense que je ne l'ai pas trop prévu. Je suis rentré direct, je me suis remis un peu dans le moule pour essayer de travailler parce que j'étais fatigué aussi des voyages, tu vois, physiquement et émotionnellement, c'est hyper intense. Mais ouais, non, c'est sûr, la vie, c'est pas la même chose, quoi, tu vois, genre... T'as une vie où ton challenge ultime, c'est rester en vie et avancer, tu vois. Genre, c'est ultra primaire comme motivation. Et puis, t'as la vie un peu plus classique, tu vois, qui est bien. Hein, mais c'est sûr que c'est pas pareil. Ça fait moins vibrer, présenté comme ça. Ça fait la un vie peu classique moins. est bien. Mais... Et curiosité, mais à l'étranger, du coup, avec tous ces pays que t'as fait, est-ce que t'as remarqué un pattern, on va dire, sur la vision des autres pays sur les Français, touristes ou autres En tout cas, est-ce qu'il y a un préjugé sur les Français ou je sais pas, un comportement des enfin, je sais que t'es mal vu en tant que globalement en Australie, on a les Français ont malheureusement pas une très bonne réputation. On est un peu, tu vois, beaucoup de backpackers français. On est un peu, tu vois, ils ont un truc là-bas, ils appellent ça le French shopping. C'est quand tu voles dans les supermarchés et c'est pas, enfin, c'est malheureusement notre réputation. D'être des voleurs, je sais pas. D'être un peu des voleurs en Australie, ouais. Okay. Ouais. Et malheureusement, moi d'expérience, j'ai trouvé que c'était pas faux, malheureusement, tu vois. On a malheureusement, certains des Français qui sont là-bas ont quand même des attitudes pas exceptionnelles. C'est pas tout le monde, hein, évidemment. Mais ça, c'est un peu la seule réputation un peu mauvaise qu'on a. Moi, j'ai trouvé que ça a été ça, tu vois.
Comment est-ce que tu fais pour pas avoir peur quand tu te lances dans de nouvelles aventures comme ça, que ce soit l'Inde, l'Australie, encore une fois, ou n'importe quel autre voyage que tu entreprends? Comment tu gères la peur, on va dire, avant d'y aller, mais même une fois que tu y es, quand t'atterris, tu vois, que t'es en mode ah ok, je suis à Téhéran. Ouais. Enfin, comment tu gères ça en fait? Je pense qu'en vrai, il y a aussi que j'étais jeune. Tu vois, sur beaucoup de ces histoires, on voit qu'il était complètement un peu loufoque. Là, tu peux redire les années, donc là t'as 29 ans au moment où on tourne. C'est ça. Tu vois, ça, c'était en 2000... l'Inde et l'Iran, c'était en 2022. Donc il y a 3 ans, donc 2020. t'étais plus jeune, mais t'étais pas non plus, t'avais pas 18 ans, quoi. Non, je me trompe. J'étais, 2015, 2020, 2019. 2019, l'Inde et Téhéran. Et du coup... voilà, j'avais 25 ans, tu vois. Je pense surtout que j'étais complètement inconscient. Et donc, quand t'es inconscient, en fait, tu te rends pas compte du danger. Fondamentalement, c'est ça. Et aujourd'hui, et à l'époque, j'avais aussi l'attitude, tu vois. L'attitude, je sais que lié au sport, physiquement, mentalement, je sais que j'étais infatigable, tu vois. Je peux vivre avec un gros niveau de confort pendant très longtemps. Donc, en fait, de base, mentalement, je me fatigue pas. Je suis hyper habitué au changement et permanent. Avec un faible niveau de confort, Oui, pardon. Oui, avec un faible niveau de confort. Tu vois, le changement permanent, le stress, l'inconnu, en fait, à terme, ça devient plus une source de stress. Et donc, typiquement, une situation comme Téhéran, en fait, ce qui se passe, c'est que t'as de l'inconnu, de l'inconfort, mais en fait, tu sais que si t'as la bonne attitude, tu sais que tu vas t'en sortir, tu vois, il va rien t'arriver, en fait. On appelle être un spartiate. Ok. Ce serait quoi tes conseils pour les gens qui rêvent d'aventures comme ça? Enfin, surtout, encore une fois, quand on voit ton Instagram, etc., ça fait rêver. Mais pour les gens plus normaux, on va dire, qui n'ont pas cet état d'esprit-là, ou en tout cas qui ont, tu vois, un instinct de survie naturel que t'as moins, tu vois. Non, je rigole, mais je veux dire, ceux qui auraient plus ces craintes-là, ce serait quoi tes conseils pour commencer peut-être plus doucement et voyager, on va dire, voilà. Franchement, moi, c'est toujours mon premier argument, c'est commencer. C'est genre vraiment se jeter à l'eau, parce que c'est mon approche. Et tu vois, c'est aussi quelque chose qu'on dit beaucoup en moto, mais tu vois, ce que tu dois apprendre, tu vas l'apprendre de toute manière au fur et à mesure. Donc en fait, jamais passer trop de temps à trop réfléchir. C'est juste plutôt choisir, tu vois, suivre son intuition, son cœur, choisir une destination qui te plaît, t'y vas. Et puis après, de toute manière, tu vas apprendre. Voilà. Et après, en fonction de ton niveau, de ta capacité à gérer le stress, prépare, tu vois. Mais moi, mon conseil, c'est juste d'y aller et pas trop réfléchir, grosso modo. Ok, stratégie du bourrin. Non, mais en vrai, oui, il faut y aller, mais après, voilà, c'était pour savoir si t'avais des conseils. Typiquement, peut-être que aller dans l'Himalaya direct, c'était peut-être pas la principale reco, mais... De manière plus pratique... qui te met une claque, mais sans prendre trop de risques, risquer sa vie non plus. L'Asie, direct. Moi, c'est vraiment Asie, même voyage en moto, Asie, tu vois. Genre, tout est facile... que tu vois pas besoin de permis. Ça vaut mieux, tu vois, mais globalement, les hôtels sont pas très chers, tu manges bien, il y a pas de danger, même la route, tu vois, les gens ils roulent pas vite. Enfin, moi, Asie, je pense que l'Asie c'est un super terrain de jeu et moi je recommande l'Asie directement. Ouais. Trop bien. On va revenir sur tes réseaux, du coup, là c'était la grosse parenthèse, on va dire aventure. C'est méga intéressant, mais du coup, je voudrais qu'on revienne sur comment tu te lances vraiment sur les réseaux, à quel moment vraiment tu te décides d'en faire un objectif, parce que là, tu es quand même très actif dessus, c'est un vrai projet. Enfin, tu vas m'expliquer après là, ce qui est prévu bientôt pour toi, mais on est d'accord que là, que tu étais sur le point de devenir créateur à plein temps. En tout cas, tu essayes de maximiser tes chances, on va dire, pour ça. Comment tu te lances au départ, avec quelle stratégie, à quel horizon de temps, etc. Enfin, quand est-ce que vraiment tu te dis là, c'est bon, j'y vais, je vais vraiment faire un Insta Le moment où je me dis go, c'est le moment où je quitte du coup mon boulot en tant que consultant en Australie. Et ce moment où je me dis ok, je vais créer du contenu. Donc, enfin, mon projet initial, c'était de rentrer de Sydney jusqu'à Paris. Donc tu vois, là, ça avait beaucoup de sens parce que le but, c'était de montrer ce que j'allais faire, tu vois. Le but, c'était de montrer ce voyage-là. Ouais, c'était montrer le voyage. Il n'y avait pas de stratégie derrière, d'objectif, tu vois, de repartir pour d'autres voyages, me rémunérer ou quoi, tu vois. C'était pas tant ça, c'était plus partager ce que j'allais faire, rassurer mes proches et montrer, toujours dans cette optique, montrer en fait ce que j'allais voir. C'était vraiment ça ma strat, grosso modo. C'est ça l'idée originale. C'était pas de partager des bons plans ou autre. Enfin, généralement, les créateurs ou créatrices qui sont dans la niche du voyage, c'est pour partager peut-être des bons plans ou des tips ou des destinations, effectivement. Enfin, toi, c'était
C'était raconter mon histoire. C'est vraiment documenté, quoi. C'était hyper auto-centré pour le coup, mais c'était vraiment raconter mon histoire, documenter, tu vois, mon aventure. Donc non, c'était vraiment ça le plan, ouais. Ok, trop bien. Et tu consommais pas de réseau, comme tu disais. Enfin, toi, très peu. Tu l'as fait pas à l'instinct, mais je veux dire, tu l'as fait sans avoir 36 inspirations, on va dire, que tu voyais au quotidien, etc. Parce que tu t'étais pas trop dessus. Non, ouais, très peu. Je suis allé rouler avec une youtubeuse, ce qui a été aussi un déclic. Pendant que je travaillais à Ciné, j'ai roulé avec une youtubeuse assez grosse qui s'appelle On Her Bike, qui fait des tours du monde en moto en permanence depuis une éternité. Et c'est là où, en fait, on était les seuls Européens pendant la journée. Et elle, tu vois, on a discuté de son sujet. Et elle, c'était vraiment une passionnée de l'aventure. Elle faisait ses vidéos, mais elle accordait très peu d'importance, tu vois, à l'aspect création. Elle cherchait pas à monétiser, genre, plus que ça. Et moi, tu vois, genre, en tant que consultant, quand j'avais parlé, j'étais rentré chez moi, je dis, mais c'est un truc de fou. Enfin, elle est assise sur une mine d'or, elle pourrait faire des trucs, genre, complètement extraordinaires. Et en fait, elle le fait pas. Et elle était là, non, mais je gagne assez comme ça, tu vois. Ça a vraiment joué sur ces décisions-là. Parce qu'en fait, je me suis dit, bon, si je teste quand même et que j'applique ce que j'ai appris professionnellement, il y a quand même moyen que ça m'amène quelque part. Enfin, ça peut être utilisé, quoi, grosso modo. Bien sûr, ouais. Ça t'a ouvert quoi, tu penses, le fait de t'être lancé par rapport à tes passions ou même professionnellement? Franchement, tu vois, pas me rémunérer déjà, en tout cas très peu. C'est vraiment jusqu'à présent, ça n'a pas été un investissement qui a été rentable en termes de rémunération, clairement pas, même pas un bon investissement. Par contre, comme je disais tout à l'heure, ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaire, tu vois. Ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires. Ça m'a permis de me sauver de situations complètement impossibles à gérer, notamment quand je me suis cassé le poignet, etc. J'ai été aidé par un mec qui suivait en gros mon aventure. Mais sans lui, aujourd'hui, tu vois, peut-être que j'aurais perdu ma main, tu vois. Donc c'est quand même ce niveau de choses. D'utilité, ouais. Et après, j'ai vécu des choses genre... tu vois, j'ai vécu des trucs, j'ai été invité à des conférences pour parler en Inde, j'ai été guide moto. Ça m'a ouvert des portes, mais de manière complètement inattendue, et tant sur le sujet moto que professionnel. C'est de ça dont je voulais que tu me parles, parce que t'es assez humble dans ta manière de l'expliquer, mais ça t'a quand même permis de... Enfin voilà, je trouve que t'as acquis une certaine légitimité quand même dans la niche, et aujourd'hui, c'est qui le type de profil ou d'entreprise peut-être qui fait appel à toi? Est-ce que tu peux me décrire un peu l'écosystème dans lequel tu gravites et comment ça marche aujourd'hui pour toi, en fait, tout simplement, si tu veux prendre l'exemple des derniers mois ou des prochains mois? Ouais, plutôt des prochains mois, parce que je pense que ça va être c'est plus représentatif. Là, typiquement, je pars là dans 2-3 semaines pour mon prochain projet qui est donc la recréation je recrée le Paris-Dakar historique. Donc je pars de Paris avec un pote. Et tu vois, maintenant... j'ai vraiment une approche assez, très professionnelle du sujet, où j'essaie de contacter, tu vois, des marques, que ce soit des marques françaises, ce qui est assez étonnant finalement, parce que j'ai quand même une grosse partie de mon audience qui est aussi internationale, tu vois, aux États-Unis ou en Australie. Tu publies en anglais, on est d'accord. Moi, je publie en anglais, ouais. Et du coup, j'ai quand même, je suis un peu sur les deux tableaux, parce que je reste un Français qui fait ce genre d'activité, et finalement, t'as pas des centaines de Français qui voyagent à travers le monde en moto, tu vois. Donc, les marques françaises sont quand même aussi intéressées. Et ensuite, j'ai des partenaires internationaux. Et donc, grosso modo, typiquement, là, je fais un partenariat avec une marque de moto, des partenariats avec les casques, les équipements, tout. Pour le coup, j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur le projet pour que si le projet soit plus rentable et que ça justifie le temps que je consacre à ce genre d'activité. Un peu plus, tu vois. Okay, que ce soit en rémunération directe ou en dotation. C'est ça. Okay. Et parce que faut aussi comprendre que la dotation dans le monde de la moto, c'est pas anecdotique, tu vois. Genre quand je récupère, tu vois, Moscow Moto, une marque américaine qui m'a déjà supporté en Australie, quand ils me couvrent pour le voyage, on parle de 3 000 € de sac, tu vois. C'est bien quand même. C'est quand même, si tu mets ça bout à bout, le projet, comme moi je fais un projet, bout à bout, c'est des projets, là, le Paris-Dakar, si tu prends moto, équipement, etc., pour une personne, c'est des projets à 10, 20, à plus de 30 000 €, tu vois. Si tu te fais plaisir. Je pense que c'est intéressant de se rendre compte de ça aussi, et de l'impact de la présence que tu as plutôt dans cette niche, parce que dans d'autres thématiques, d'autres niches, donc là, tu as 22 000, c'est ça, sur Insta? 25? Je sais même plus, mais oui, à peu près. On va dire entre 20 et 30 000 followers sur Insta, et dans beaucoup de niches,
c'est impossible d'avoir des dotations à 3000 €, enfin un équivalent de 3000 €, tu vois. C'est parce que voilà, t'as une vraie présence sur ça et t'es suivi internationalement par des passionnés de moto, du coup. À qui tu t'adresses sur ton compte? C'est ça. C'est des passionnés de moto. C'est vraiment une niche dans la niche de la moto, tu vois, la moto d'aventure et surtout la moto aussi sportive que ce que du coup moi je fais. Et donc l'audience, t'as des Français, hein, mais c'est des passionnés de moto d'enduro voyage, quoi. Donc c'est vraiment assez petit. Et pour ce qui est des partenaires, en fait, ce que moi j'ai compris au fur et à mesure des discussions, c'est que les gens aussi, comme on est sur un sujet qui est assez dur, tu vois, les gens qui l'ont pas fait se rendent pas trop compte de l'effort que ça représente. Et souvent, en fait, les intermédiaires à qui je parle dans les sociétés, c'est des gens qui l'ont fait. Et donc, en fait, ils aiment bien l'aventure en moto. Ouais. Et du coup, ils aiment bien le fait que tu sois, entre guillemets, un peu un hardcore, tu vois. Et je sais que moi, j'ai passé beaucoup de tests, entre guillemets, de gens que j'allais les rencontrer, et je savais que j'allais être jaugé, c'est un peu mon entretien. Mais l'entretien, il est pas sur est-ce que tu vas être le meilleur créateur, c'est est-ce que t'es le gars qui a la pratique quasi la plus pure, tu vois. Et je sais que moi, il y a beaucoup de partenaires à qui je travaille, c'est aussi parce que je suis un gars, dans termes d'aventure à moto, je suis un puriste. Il y a des mecs beaucoup plus hardcore que moi, il y en a des moins hardcore. Moi, je sais que, mais par contre, je suis assez pur sur ma démarche, tu vois. Ouais, c'est clair, ouais, ok. Et donc, du coup, ouais, je sais pas si tu peux les citer, en tout cas, enfin, ici, il y a pas de souci, mais si t'as des exemples de marques, voilà, t'en as cité une. Là, en moto, par exemple, j'ai Cove, marque de moto qui attaque assez récemment le marché chinois, Moscow Moto pour les équipements, Edon pour, tu vois, les casques. Donc ça, c'est une marque qui est basée, à Londres. J'ai Lone Rider pour les sacs, une marque allemande. J'ai de la nourriture, tu vois. Donc là, c'est vraiment un Cook and Run, tu vois, une petite entreprise française. Enfin, qu'est-ce que j'ai d'autre comme ça, voilà, les fans de moto, peut-être. Ouais. Non, mais il y en a pas mal, ouais. Ok, trop bien. Et ça te rapporte, du coup, en termes de revenus, est-ce que t'en dégages quand même un peu, sachant que t'es que sur Instagram, enfin en tout cas très principalement sur Instagram, TikTok, tu t'es fait sortir, comme on l'a dit au début, malheureusement. Donc tu fais pas de YouTube encore de format long pour l'instant, donc c'est Instagram. On sait que ça rapporte rien en fait sur les vues, enfin très 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 peu sur les vues aujourd'hui des réels, etc. Donc est-ce que t'as des collabs quand même directs pour de la mise en avant? Est-ce que tu gagnes quand même des euros, on va dire. Non, mais je veux dire, en gros, est-ce que tu as quand même une source de revenus avec Instagram, du coup, aujourd'hui, ou c'est toujours en fait, compliqué? C'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce que on est dans un milieu de niche et un milieu de passionnés. Et donc, en fait, il y a aussi beaucoup de marques qui profitent, entre guillemets, du fait que il y a des passionnés qui sont prêts à faire un travail quasi équivalent parfois pour gratuitement, puisque c'est leur passion, tu vois. Enfin, c'est ma passion aussi, mais qui n'ont pas cherché à le professionnaliser, grosso modo. Mais pour répondre, oui, j'ai des revenus, mais je vends très peu l'influence. C'est pas quelque chose que je vends, en fait. Peut-être premièrement parce que j'ai l'impression que je pourrais pas la vendre, parce que j'ai pas l'impression d'avoir une influence, tu vois. Je me vois pas moi-même comme quelqu'un qui a vraiment une grosse influence, c'est pas mon cas. Par contre, j'approche ça beaucoup plus comme je crée en fait des opportunités marketing, je crée un produit, tu vois, un Paris-Dakar là par exemple, et sur ce projet-là, je sais que j'ai des marques qui vont être intéressées, mais du coup, ce que je vais vendre, tu vois, ça va être de prendre des photos qui va permettre le lancement d'un nouveau casque. En fait, je suis un marketeur qui crée ses propres opportunités de marketing, et après, c'est à moi d'aller les vendre à des marques en disant, bon, là, je vais être dans le désert pendant 2 semaines, je sais que vous sortez ce nouveau modèle de casque, etc. Est-ce que ce serait pas le moment de shooter les photos de je sais pas, de votre site internet, tu vois? Et c'est comme ça qu'en fait, je monétise beaucoup de choses aujourd'hui. Ah, méga intéressant. C'est la version hardcore aussi de la monétisation. En fait, tu fais le travail de boîtes comme Webedia ou autre agence, on va dire, d'influence, c'est-à-dire de monter des projets un peu comme ça. Bah ouais, voilà. Parfois, d'ailleurs, tu fais ça tout seul à chaque fois en général ou tout seul. Tu ramènes, enfin, je sais pas si vous êtes plusieurs dans cette niche-là, et que tant que tu codes, enfin, je sais pas, des créateurs, créatrices. Non, tout seul. Là, je pars avec un ami, tu vois, je l'ai intégré au projet, donc il m'a donné des coups de main parce que lui, il venait du monde des startups, très bon en levée de fonds, donc il m'a coaché un peu sur comment rendre mes decks un peu plus pertinents. Mais sinon, non, c'est moi qui fais le boulot de démarchage, production, tout. Enfin, je suis vraiment seul, travail, quoi, donc et rouler, ce qui n'est pas anodin. C'est ce qui m'avait impressionné quand on s'était rencontrés aussi, c'est que t'es pas juste, entre guillemets, ce qui est déjà beaucoup, mais on va dire créateur de contenu aventurier, ce qui demande déjà beaucoup de travail, demande énormément d'efforts et fatigue énormément, comme tu l'as décrit aussi. T'as aussi toute cette vision, on va dire, marketing intégrée directement dans les boîtes et les marques avec qui tu collabores, et t'as pas de collaborateurs non plus, parce que t'as aujourd'hui pas de moyen d'embaucher
Tu fais tout, quoi. Je fais tout seul. Et ouais, tout seul. Et c'est pour ça que quand je fais du conseil en stratégie et pas du tout du conseil en, tu vois, je Opérationnel, quoi. Ouais, ou même de la prod, tu vois. Je fais pas de la prod pour des marques, tu vois. Je fais plutôt leur stratégie d'acquisition. Du coup, sur la partie réseaux sociaux, aujourd'hui, tu qualifierais pas ça de rentable, on va dire, par rapport à tout l'investissement Non. Après, moi, je vois vraiment ça comme un asset qui va grossir. Et puis, au fur et à mesure, je vais pouvoir le rentabiliser. Là, tu vois, c'est objectivement le prochain projet, c'est le seul projet qui va être purement rentable. Donc, c'est comme on dit dans le monde de la startup, c'est break-even. Non, je sais pas. Non, mais c'est le premier projet pour le coup. EBITDA positif. Ouais, non, mais en gros, c'est ça, tu vois. Et Okay. c'est EBITDA positif sur le papier, parce que si tu fais un temps investi, clairement pas, on en sera très loin. Mais en gros, c'est le premier projet qui ne me coûte pas. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Ouais, c'est que à la fin, tu auras de la trésor, même si tu y as passé énormément de temps, au moins tu auras un peu de trésor. Okay. C'est ça. Comment tu vis la solitude? Est-ce que tu penses que les réseaux ont amplifié ou amélioré ce sentiment-là, que tu avais peut-être ou pas d'ailleurs avant? Et je suis quelqu'un qui aimait faire énormément de choses seul, pardon. Je faisais beaucoup de choses seul, tu vois, parce que j'étais hyper drivé par mes activités. Et donc, j'ai jamais eu l'impression d'être seul. Tu vois, la solitude, c'était quelque chose que je connaissais pas. Et pendant l'Australie, donc là où j'ai commencé à vraiment documenter, les réseaux, c'était vraiment mon seul point de contact vers les gens. Donc ça m'ouvrait, c'était pas du tout, ça forçait pas du tout la solitude à ce moment-là. Tu vois, ça me mettait en contact avec des gens. J'avais, tu vois, des gens qui me parlaient, mes potes, tu vois, les gens réagissaient. Donc ça m'a même pas du tout renfermé. Par contre, récemment, je pense que ça m'a vraiment poussé à me renfermer parce que du coup, j'ai un quotidien et une vie qui est complètement désarticulée dans un premier temps et enfin différente des gens de mon quotidien d'avant, tu vois. Et donc en fait, moi, les gens que je connais, d'où je viens, tu vois, les gens, ils vont au bureau et ils sortent, tout le monde a des gros boulots, donc les gens sortent tard, tu vois, à 20h pour les Parisiens. Et donc en fait, bah, t'as un rythme qui est complètement différent et en tout cas, créer du contenu et essayer d'avancer dans cette direction-là m'a vraiment isolé pour le coup. Et ouais. Moi, j'imagine que t'as dû avoir de grosses phases de doute, parce que là, du coup, je le redis encore une fois, mais donc là, t'as quasiment la trentaine, donc ton entourage doit avoir la trentaine, quoi, plus ou moins. Donc effectivement, bah voilà, en plein cœur de leur carrière respective. Toi, t'avais en plus une carrière corporate, on va dire, assez bien tracée, avec un bon poste, etc., de Deloitte, enfin, tu vois, voilà, dans le conseil, et t'as choisi contre vents et marées, je pense, tu vois. Je sais pas, même d'ailleurs par rapport à tes parents, etc., comment t'as justifié ce choix-là, mais ouais, ça devait pas être simple, clairement. Bah ouais, non, ça l'est pas. Je pense que c'est un peu récurrent chez tous les entrepreneurs. Tu dois connaître ça. Mais le matin, enfin moi personnellement, c'est beaucoup sur ma fatigue. Le matin, je me réveille, j'ai l'impression que je vais tout casser. Puis le soir, je suis en train de regarder des jobs sur LinkedIn, si tu veux. Donc c'est vrai. Donc je suis un peu en mode bon. Non, et beaucoup de périodes de doute et ouais, la solitude. Bah, d'où le fait, tu vois, que je veux changer le rythme aussi et rentrer dans des cercles sociaux où les gens sont plus comme moi parce que bah, je pense que tu vois, tu peux pas hustle dans ton coin pendant 10 ans et passer 3 mois par an dans des déserts et revenir et tu vois, t'es trop déconnecté. T'as vraiment quand tu passes, tu vois, l'Australie, quand je suis revenu un peu à la civilisation, j'ai pris je pense que les gens connaissent pas ça, mais tu vois, j'ai vraiment pris un temps de réadaptation à la civilisation. J'allais dans la rue, je regardais, je disais, wow, il y a des gens, genre. En mode Cro-Magnon. Ouais, vraiment, ouais. Est-ce que du coup, là, avec le temps que t'as devant toi et les 1 an et demi que tu te donnes pour atteindre cet objectif de vivre de la création de contenu, du coup, de la moto aventure, comment tu qualifies, c'est quoi le terme exact? Parce que la moto aventure, c'est pas ça. C'est moto. Des aventures en moto. En fait, c'est en anglais, c'est ADV, donc c'est adventure. Je sais pas, mais moto adventure, quoi. Ouais, moto aventure, okay. Ouais. Bah du coup, là, tu te donnes 1 an et demi pour vivre de cette passion-là, et, sur Instagram notamment. Le plan B, du coup, si tu n'y arrives pas, c'est quoi? Est-ce que c'est revenir déjà, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu peux revenir dans le conseil? Là, tu le fais toujours, mais je veux dire, c'est quoi le plan B en gros? Je pense que le plan B, bah, c'est investir beaucoup plus de temps et d'énergie dans le freelance. Enfin, tu vois, qui est une autre sorte. Moi, je considère la création de contenu, c'est de l'entrepreneuriat pur et dur. Et donc, grosso modo, m'investir plutôt dans l'aspect freelance. Ça, c'est mon plan. C'est même pas le plan B, c'est le plan A&demi, en gros, ça. Ça va se faire dans tous les cas un peu en parallèle. Le plan B, c'est un arrêt de la création de contenu et un retour, mais ce sera pas un retour en France, ce sera même pas un retour en Europe, ce sera retourner dans un boulot de stratégie en Australie.
pour avoir la qualité de vie que je cherche à obtenir finalement. En CDI potentiellement. En CDI, ouais. et tu vois, là, retrouver un rythme de vie beaucoup plus stable. Mais après, je pense que c'est dur. Je pense que, en tout cas pour l'instant, je pense que je suis pas un très bon employé. J'ai trop envie de faire mes propres projets, tu vois. Donc, Okay, mais c'est l'objectif, et de pouvoir faire ça, et sans regret, du coup, parce que t'auras fait ça. C'est ça, ouais. T'auras vécu toutes ces aventures de tes 20 à 30 ans, quoi. c'est si ça échoue, ouais. Si ça échoue, mais je le ferai en connaissance de cause, en m'ayant dit, ok, bah, si ça échoue, j'aurais tout donné, et ça aura pas marché. Le problème, c'est que, bon, bah, si je dis tout le temps, je dis que je repars en Australie si j'échoue, sauf qu'en fait, je me laisse pas échouer, tu vois, donc, bon, on verra. Tout converge vers l'Australie. Ok, et du coup, est-ce qu'il y a un objectif derrière quand tu parles de stabilité comme ça? C'est juste pour toi en perso? Est-ce que tu as un objectif de revenir spécifiquement dans le conseil, comme tu me l'as dit, ou de fonder une famille, ou c'est quoi un peu tes inspirations, tes aspirations plutôt? Je pense que tu as un niveau de vie, tu vois, un niveau de revenu déjà plus élevé. Pas que, tu vois, j'ai spécialement envie de vivre dans le luxe, mais tu vois, ne serait-ce que d'avoir la capacité de se dire que tu as un logement et que tu peux partir en voyage et le mettre, tu vois, en France c'est toujours problématique, mais en sous-loc c'est compliqué, mais tu vas se dire que tu as ton propre logement, qu'au pire si tu payes 6 mois de loyer dans l'année et que t'es pas là, bah c'est pas la fin du monde. Tu vois, avoir un cadre, moi c'est vraiment avoir ce socle qui du coup je suis pas stressé. Enlever l'incertitude. Ouais, en fait c'est ça, c'est enlever beaucoup d'incertitude. C'est ça. Et en termes de matériel, là c'est le petit point conseil, on va dire, pour voilà, quiconque voudrait se lancer, on va dire, et créer du contenu sur vraiment sa passion, aussi niche soit-elle, voilà, et t'en es un très bon exemple. Ou en tout cas, peut-être en extérieur, on va le tourner comme ça. C'est quoi ton matos, on va dire? Donc tu m'as dit GoPro, donc bon, j'imagine que voilà, c'est quand même le meilleur matos généralement pour tout ce qui est un peu aventure, ou filmer en extérieur. Est-ce que tu as voilà, des essentiels, on va dire, à conseiller, que ce soit un modèle de GoPro, des logiciels que tu utilises, en gros, ta stack un peu pour créer ton contenu? Franchement, la stack la mieux, qui était archi agréable et qui est encore une stack, tu vois, de temps en temps, je la ziote et je me dis, mais est-ce que je repartirais pas faire ça? C'était tellement intuitif. C'est iPhone. Genre, iPhone, moi j'ai l'iPhone 15 ou 14 Pro, tu vois. iPhone, une caméra 360 quand t'es dans quand tu fais de l'outdoor et que tu rencontres des gens. C'est la caméra qui filme partout et du coup, t'as pas à la pointer. Et surtout, tu peux capturer des échanges de manière hyper authentique. Parce que du coup, tu vois, les poser à gauche où les gens ne voient pas que tu filmes. Et en fait, tu peux... Enfin, c'est vraiment très, très bien. Ça prend un peu de temps pour réutiliser les images. Et après, pour un drone, pour les grands espaces, ça, c'est cool. Et après, pour le montage, bah, moi, j'ai tout démarré avec CapCut, que j'utilise plus maintenant. Mais CapCut sur téléphone. Je fais tout sur téléphone, les vlogs et tout. Et CapCut, c'était bien, c'était intuitif, etc. Maintenant, je suis passé sur DaVinci. Et tu vois, je suis passé sur... en fait, maintenant, tu vois, pour monter en qualité de production, je suis monté sur DaVinci. J'ai un Sony A7 IV. J'ai, tu vois, des optiques et tout. Et en fait, mon stack a grave augmenté, ma qualité a vachement augmenté. Par contre, ma facilité à faire les choses c'est effondré. Ouais, c'est effondré. Et aujourd'hui, maintenant, je deviens un peu plus à l'aise, mais pendant longtemps, j'avais l'impression tu vois, qu'en Australie, je faisais tout avec mes propres mains pour utiliser une image. J'avais la facilité de créer des choses avec mes mains, et qu'en augmentant ma qualité, j'ai mis des moufles, tu vois. Et qu'en fait, j'arrivais plus à faire les choses. Et aujourd'hui, là, je deviens de nouveau un peu plus à l'aise, mais pendant longtemps, tu vois, l'appareil photo, le Sony, c'était un calvaire. Et je pense que ça m'a fait perdre énormément de temps. J'aurais mieux fait de continuer à vlogger avec mon iPhone. Tu vois. Rien que le temps, ouais, je vois très bien. Moi, j'ai essayé, alors très très peu, mais rien que le fait d'avoir une carte SD, déjà. Genre, si tu filmes, t'as une carte SD, t'es en mode, bon, je fais quoi avec ça? Enfin, bref, ça se gère facilement aujourd'hui avec des adaptateurs, des trucs, je sais même pas, ça doit exister peut-être pour brancher à ton tel et tout, mais toi, t'es en mode backpack, moto et tout, c'est relou tu trimbales un Mac avec toi tout le temps, du coup? Ouais, j'ai toujours tout mon setup. Bah, en fait, moi, j'ai vraiment le setup, tu vois, là, je pars dans 3 semaines, et j'ai un setup nomade, mais à tel point nomade que je peux ne pas revenir. J'ai ordinateur, disque dur, j'ai de quoi, un tapis pour faire du sport, et je pars hyper minimaliste, j'ai pas beaucoup d'habits, tu vois, mais je suis vraiment nomade. Ça, c'est trop stylé, je trouve, réussir à être minimaliste comme ça. Moi, il y a quelqu'un que je suis plus dans la niche business depuis longtemps, mais Antoine BM, que tu connais sûrement si t'es voilà, dev perso aussi. Enfin, voilà, en plus, il voyage beaucoup, enfin, bref, il prône beaucoup cette liberté géographique. Et ouais, je disais ça parce qu'il arrive à être très minimaliste comme ça aussi, à partir pendant des mois et des mois. Est-ce que toi, tu as des essentiels donc non
tech, on va dire, ou création de contenu, tu vois, mais je veux dire des petits hacks d'objets ou de trucs de la vie de tous les jours qui sont incroyables et minimalistes, on va dire. Ouais, méga hack, c'est le masque de nuit. Tu vois, genre, mais un haut de gamme, faudrait que je te dise juste après le nom, le modèle, mais c'est un modèle qui te met la nuit absolue, où que tu sois. Ouais, où t'as pas le creux en dessous où tu vois la lumière. T'as rien, mais c'est légendaire. J'ai acheté ça il y a 1 an maintenant, tu vois, moi je passe ma vie dans le train, à l'aéroport et trucs, et en fait, t'as la capacité de vraiment, genre, être dans le noir à l'aéroport, tu vois, pendant 1 heure comme ça, et ça, c'est vraiment légendaire. Ça, c'est mon hack de la dernière année, là. Ça t'a changé la vie, vraiment. Okay. Ah ouais. Avec un petit combo AirPods anti-bruit. Ouais, exactement. Tu fais AirPods, moi les AirPods, toujours, mais AirPods et ça, tu vois, tu peux dormir dans un parc pleine journée, t'as l'impression que t'es dans ta chambre, genre. Il y en a d'autres ou pas je pense, dans les hacks. Généralement les trucs relous, c'est manger, genre pour manger. Ouais. Je sais pas. Je peux dire, c'est manger, dormir, quoi, les essentiels. Ouais, se vêtir, effectivement. Donc, se vêtir. Non, en vrai, moi, sur les habits, tu sais, je porte. Bon, là, c'est un mauvais exemple, mais je porte quasi que des t-shirts blancs. Tu vois, je suis hyper basique. Non, pour la nourriture, je suis très team bar protéiné, dans tous les sens. Parce qu'en fait. Ça, généralement, au goût. Alors après, j'ai pas tout testé, mais moi, les rares que j'ai testés, c'était pas bon. Bah ouais, mais du coup, moi, c'est via mon partenaire, là, Cook & Run, c'est fait en France, tu vois, c'est trop bon. Et en fait, ça. T'as plus de. Moi, genre, il n'y a pas de petit-déj, il n'y a rien, tu vois, genre, c'est ça, le matin. Tu manges des bars, full bar. Je suis très team. Je suis très team, j'avais bossé chez FID en stage, tu vois, moi, je valide cet état d'esprit. Si je pouvais manger que de la poudre, tu vois, pendant mes voyages, je prends ça souvent. Tu vois, FID ou équivalent, nourriture en poudre, moi, je pars avec 2 kilos, que je mets au fond d'un sac, et tu sais que, genre, quoi qu'il se passe, tu vois, tu manges ça. On peut un 2-2 à midi, tu seras bien nourri. Donc ça, c'est un peu hack, pour le coup, c'est un hack. Mais t'as combien de calories dans une barre, dans les bars classiques, on va dire De feed? Ouais, je me souviens plus. C'était non, de feed mais je veux dire dans celle que tu manges, mais je veux dire en gros, est-ce qu'il faut manger si tu veux te faire, je sais pas, 1000 calories, parce que tu veux quand même. On va dire 800 calories, tu vois, si tu veux te faire un repas, pour une corpulence, on va dire comme la tienne, etc. Tu peux pas manger 200 calories, quoi, c'est ça que je veux dire. Non. Mais en fait, le truc, c'est que moi, du coup, j'ai un peu une approche étonnante de la nourriture, c'est que je mange pas beaucoup en une fois, mais très régulièrement. Ok. Donc, en fait, tu manges 200 calories. Ouais, c'est ça. Je pense que la barre, elle doit être à 300, tu vois, 300 calories. Mais par contre, j'en remange une dans 2 heures. Et donc, c'est ça aussi, tu vois, pendant les voyages, je mange pas beaucoup, tu vois. Donc, je mange comme ça, en fait. Ok. Bon, moi, il y a le côté pratique, effectivement. Tu perds pas de temps. Okay. Trop bien. Écoute, Clément, je me suis régalé. J'aurais pu te poser encore beaucoup de questions, mais c'est méga intéressant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, pour ces prochaines années? On va dire les 5 prochaines années. Donc, ce serait de réussir à vivre d'Instagram. Ouais, ou... Plan A. Je pense que Instagram, c'est, tu vois, comme je l'ai expliqué, c'est pas tant une finalité en soi. Tu vois, je suis pas un amoureux des réseaux sociaux. Mais vivre de mes projets, assurément, ouais. Que ce soit via un système de newsletter ou YouTube ou n'importe quel système d'acquisition, ou de quel canal. Mais ouais, vivre de ça. Et puis de la stabilité, ouais. Un peu de repos, peut-être. Ouais. Il m'a dit ça, Florent, ça dans ses yeux, un peu de repos, juste. Ok, donc on peut te souhaiter de vivre de ta création de contenu, quel que soit le canal ou la plateforme, en plan A, et en plan B, de t'épanouir à Sydney. C'est en plan B, du repos et du sport sous les tropiques, clairement. On fera un épisode dans 2-3 ans, soit méga shonen dans la création de contenu, soit créateur à la retraite reconverti, comment faire. Ouais, c'est pas trop mal en vrai. Dans tous les cas. Ok, trop cool. Je vais te poser 2 questions que je pose à tous mes invités et toutes mes invitées sur l'émission. La première question, c'est quel est le conseil que tu donnerais au Clément d'il y a 10 ans? Donc toi, il y a 10 ans, t'avais 19 ans, tu faisais quoi? J'avais 19 ans. Écoute, je quittais l'école d'architecture parce que j'étais d'abord à Grenoble en école d'archi pour aller bosser en Irlande et apprendre l'anglais pour rentrer en école de co. Grosso modo, franchement, je lui dirais change pas grand-chose, quoi. Ou alors vas-y encore plus fort, en l'occurrence. Hésite pas trop. C'est stylé, ça. Ok. T'as pas de regrets ou de méga erreurs à éviter Non, franchement. Non, franchement. Je dirais, change pas. Non, mais plus genre, hésite pas trop. J'ai passé beaucoup de temps à piétiner dans un sens, retourner dans l'autre, parce que tu vois, j'avais peur de doutes. Beaucoup de doutes, tu vois, sur. Et en fait, moi, ce serait genre, vas-y à fond, tu vois. Genre.
Vraiment à fond. Encore plus. quoi. Ok, trop bien. Dernière question de l'émission. Écoute, qui est-ce que tu verrais à ta place sur ce siège, voilà, maintenant que tu as fini cet exercice qui, j'espère, t'a plu? Ouais. Voilà, qui est-ce que ça t'intéresserait de voir ou d'écouter, en tout cas sur des sujets comme ça de création de contenu et dans sa niche peut-être en particulier? Bah, Victor Apchi. Ouais, Apchi, Apchi, c'est ça, ouais. c'est ça son nom de famille. Victor Apchi, pour le coup, enfin, je sais que ce qu'il va raconter, ce sera trop intéressant, tu vois, qu'il aura une approche hyper humaine du sujet. Il est pas déjà passé? Non, mais il a validé, enfin, je l'ai déjà invité, il est chaud, faut juste qu'on cale une date. Ok. Ouais, mais méga intéressant, enfin, Victor, très hâte de le Ouais, recevoir. voilà. Victor, franchement, hyper intéressant. Sur un créateur peut-être plus niche. Non, comme tu veux, bah, vas-y, si t'as d'autres recos, de toute façon, je prends, mais ça m'intéresse de voir. Victor, on me l'a déjà recommandé une fois, effectivement, donc c'est toujours bon signe, il y a des personnes qui sont recommandées plusieurs fois comme ça. Victor, on va voilà, si t'as d'autres idées. Attends, je vais bugger un peu là. Il faut que je réfléchisse sur des créateurs plus français pour le coup. Un français que je pourrais kiffer. Il y a un petit gars. Non, je sais qui j'aimerais. Thomas Massa. Attends, le nom me dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un YouTuber un peu en mode Greg's Way. Tu sais, il a commencé parce qu'il a fait la Clio Van. Il est hyper jeune, mais pour le coup, dans le genre contenu un peu vlog aventure, mec hyper talentueux, good vibe. Ouais, je serais chaud pour entendre. Ouais. Moi, je connais pas du tout. Je crois le nom me dit quelque chose, mais je vois pas le contenu, donc j'irai voir juste après. Ok, bah trop bien. Bah écoute, méga intéressant encore une fois. C'est trop bien. Donc pour le contexte, nous on s'était déjà rencontrés plusieurs fois en off, etc. Et j'étais impressionné par tout ce que tu faisais et cet esprit shonen que tu as. Qui est franchement impressionnant. T'as vécu des aventures de fou, donc merci de nous avoir partagé les anecdotes ici. Si vous en voulez plus ou si vous voulez voir tout simplement de belles aventures, de beaux paysages, voilà, tout ce que tu viens de nous raconter finalement, mais plus en détail, tous les liens sont évidemment en description. Donc ton Instagram, t'as d'autres choses à partager ou à mettre en avant ou en soi, Facebook, c'est intéressant. Je pense que la newsletter, c'est un canal qui est cool parce que tu l'as déjà aujourd'hui. Je l'ai déjà la newsletter, okay. Et je raconte des trucs beaucoup plus long format, tu vois, plus de valeur peut-être, valeur intrinsèque. Via la newsletter, ouais. Trop cool. Bah écoutez, voilà, Instagram, newsletter, Facebook en description. Merci Clément. Écoute, merci. Je te souhaite que de la réussite pour la suite. On se reverra probablement. De toute façon, d'ici là, tu me tiendras au courant. J'ai hâte de voir l'évolution de tout ça. Bon courage pour là ce que tu vas faire dans l'immédiat, là, dans 2-3 semaines. T'as dit, tu retournes en. Bah là, je fais Paris-Dakar. Enfin, je fais Paris-Dakar-Paris, aller-retour. Paris-Dakar-Paris, oui, c'est ça. J'ai confondu avec l'Inde parce que tu l'as fait 2 fois. Non. Là, c'est c'est un gros sujet. Ça va clairement être le voyage le plus sportif. Jusqu'à présent, je pense, ça va être costaud. Ouais. Trop bien. Bah, je regarderai tout ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, tout est en description. Merci beaucoup, Clément. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Si vous êtes ici, et à très bientôt sur Solocrea. Salut. Petit rappel, juste pour t'indiquer que si tu cherches à embaucher des freelances facilement ou si tu es toi-même freelance et que tu cherches à mettre en avant ton profil auprès des créateurs de contenu, notre plateforme 100% gratuite WebTalent est disponible en description. Merci beaucoup et à très vite sur Solocrea.